a le plaisir d'accueillir Maude Pugliese, qui est directrice du partenariat Famille en Mouvance et aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en expérience financière des familles et inégalité de patrimoine. Elle s'intéresse aux liens entre les dynamiques familiales, les finances personnelles et les inégalités socio-économiques, notamment au prisme du genre et également aux nouvelles dynamiques familiales, telles que la plus grande instabilité des unions et la réduction de la taille des familles, et à la façon dont celles-ci peuvent alimenter l'endettement des ménages en réduisant l'accès au soutien familial informel. Je pensais couper cette phrase-là en plein milieu, puis finalement, j'y suis pas arrivé. Donc, elle est ici aujourd'hui parmi nous pour nous présenter sa présentation qui s'appelle « Accumulation de patrimoine chez les personnes seules et en couple au Canada. Le Québec fait-il chambre à part? » Donc, Maude Pugliese. Merci, Simon. Je note que quelqu'un a aimé le jeu de mots dans le titre et je veux juste mentionner que c'est Simon qui a trouvé ce titre. Alors, bravo. Merci. Je commence aussi en disant que j'ai un petit peu hésité. En fait, je n'étais pas certaine si c'était un manque d'étiquette de présenter dans une conférence que j'ai moi-même co-organisée. Alors, j'espère que non. Mais en fait, j'avais envie de prendre un tour de parole pour parler de deux choses, aborder deux points un peu différents. Et le premier de ces points-là, c'est en fait cette notion-là dont on a parlé un peu, hein, qu'il y a une sorte de recul du cadre conjugal traditionnel co-résidentiel. Ça a été documenté quand même dans différentes sociétés. Et quand on organisait la conférence, je me suis mise à chercher qu'est-ce qu'il en, on en est où au Québec, au Canada, tout ça, puis pour réaliser finalement qu'il n'y avait pas beaucoup de données publiées. Alors, je me suis attelée moi-même à la tâche et j'ai été chercher un peu ce qu'on pouvait trouver dans le recensement et donc j'ai analysé tout ça et je voudrais remercier Prisca Benoît qui est ici et qui a contribué à créer les graphiques et tout. Alors, merci Prisca. Donc, la première partie de la présentation va tout simplement porter sur ça. Donc, les tendances, on en est où en fait au Québec et au Canada. Et dans la deuxième partie, je veux aborder cette question-là de la situation économique des couples et des personnes, en fait, selon qu'ils sont ou non dans un couple traditionnel. Souvent, on va parler des désavantages économiques des personnes qui ne sont pas en couple et ça contribue en fait à ce qu'on a appelé ce matin, à ce que Jacob, je pense, a appelé ce matin les perspectives déficitaires entourant le fait de ne pas être en couple. Et je vais poser la question un peu, comment on peut contextualiser ces erreurs-là et notamment dans le contexte du Québec. Alors, c'est le programme et je pense que ça ne change pas malheureusement. Parfait. Alors, donc commençons avec un portrait. Donc, ce que j'ai fait en gros, c'est d'aller dans les données de recensement jusqu'en 1981 pour voir quelle est la proportion des personnes qui se disent soit mariées, soit en union libre, donc dans des cadres conjugaux locaux résidentiels traditionnels. Et ce qu'on a pu constater, en fait, c'est qu'il y a des grosses différences selon les régions, les groupes d'âge, le genre et aussi le niveau d'éducation. Donc, ici, par exemple, donc je vais vous présenter un peu les choses selon les groupes d'âge. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est pour un groupe qui est relativement jeune, les 25-34 ans. Et donc, sur votre droite, vous voyez les hommes et donc sur la gauche, les femmes, là, qui sont les deux catégories de genre qui étaient possibles dans les recensements jusqu'au plus récent. Et vous voyez ici donc la proportion des gens qui se disent soit mariés ou en union libre. Alors, on voit quand même que chez les jeunes, puis peut-être dernière précision. Alors, en bleu, ce sera les données pour le Québec et en rouge pour les autres régions canadiennes. Et tout ce qui est pointillé,
Ce sera donc des personnes qui n'ont pas un diplôme universitaire et les lignes pleines, ce sont des gens qui ont un diplôme universitaire. Donc ici, en gros, ce qu'on voit, c'est des tendances à peu près pareilles dans presque tous les groupes, une tendance à la baisse très claire, là. Donc si on regarde, par exemple, en 1981, les hommes, disons, non universitaires étaient presque à 75% d'entre eux se disaient dans une forme ou une autre de couple co-résidentiel et on est presque à 40% en 2021. Donc c'est vraiment des changements importants. Peut-être un peu moins de changements, moins drastiques peut-être chez les femmes, mais quand même une courbe assez similaire. On voit qu'il y a peut-être un peu certaines différences selon le niveau d'éducation et ces différences-là deviennent quand même plus claires dans les groupes plus âgés. Donc, par exemple, si on regarde les 35-44 ans, donc les graphiques se déclinent un peu de la même façon, mais en fait, on voit que la tendance à la baisse, en fait, se voit surtout chez les personnes qui n'ont pas un diplôme universitaire. Et on voit un peu des figures similaires si on avance en âge. Donc ici, on est chez les 45-54 ans. Et donc, quand on arrive chez les plus vieux, 55-64 ans, c'est moins prononcé et ça semble peut-être un peu plus récent, les changements. Et quand on passe chez les 65 ans et plus, ben là, on ne voit pas du tout les mêmes effets. Et même chez les femmes, il y a une augmentation des proportions en couple, ce qui peut s'expliquer en partie parce qu'il y a moins de veuvage, en fait, donc avec les changements là, dans les espérances de vie. Donc, je voulais quand même un peu, puisqu'on en parlait, je voulais un peu voir justement de quoi on parlait, de quoi il était question au Québec et au Canada. Je ne vais pas m'attarder à qu'est-ce qui peut expliquer ceci ou ce genre de choses-là. Ce dont j'aimerais parler ensuite, c'est plutôt pour ces personnes-là, justement, qui sont de plus en plus nombreuses à ne pas être dans les cadres du couple traditionnel. Donc, très souvent, on fait état des conditions économiques plus difficiles. Et dernièrement, il y a eu particulièrement plusieurs études dans plusieurs pays différents qui parlent donc du patrimoine. Donc, c'est une mesure qui est assez globale de la situation économique et qui correspond à l'ensemble des avoirs des personnes et des familles. Donc, la valeur de tout ça net de la valeur de dette. Et donc, c'est une mesure qui est de plus en plus employée pour caractériser la situation économique des gens. Et plusieurs études en Allemagne, aux États-Unis notamment, font état de cet avantage-là sur le patrimoine d'être en couple et d'être même particulièrement en couple marié. Donc, les couples mariés ou les couples en général ont davantage de patrimoine que les personnes qui ne sont pas dans ces situations conjugales-là, que je vais appeler là, pour aller plus vite, les personnes seules pour le reste de la présentation. Donc, les études existantes, comment elles expliquent ce phénomène-là? Ce qu'elles mettent de l'avant généralement, c'est deux choses. Donc, premièrement, le patrimoine, avoir des avoirs, c'est un prédicteur de se mettre en couple, particulièrement de se marier et de le rester. Donc, pourquoi? Une des explications, c'est, on le voyait un peu en fait dans la citation de Jane Austen qu'on a eue ce matin. Je trouve que ça le montrait bien là, quand c'est, il y a de ça, une sorte de peut-être d'idéal de prestige ou d'expectative qu'on va se mettre en couple quand on a une personne suffisamment de moyens. Il y a aussi des normes entourant le couple et une norme qui l'associe beaucoup à la notion d'indépendance économique. Donc, indépendance de la famille élargie, on s'attend à vivre par nos propres moyens. Et donc, ça fait en sorte que quand nous-mêmes, on décide de se mettre en couple, qu'on cherche un partenaire, le fait d'avoir des actifs peut entrer en ligne de compte. Donc, ces mêmes idéaux-là d'indépendance et aussi d'un certain prestige vont faire en sorte aussi que c'est pendant qu'on est en couple, il y a un incitatif à épargner, à accumuler des actifs.
c'est une volonté qui est très liée, encore une fois, à cette façon-là de vivre en couple et l'idée d'indépendance. Et aussi, ce qu'on amène souvent dans la littérature existante, ben, c'est cette fameuse idée-là de dire, bon, ben, à deux, si on peut séparer, par exemple, les coûts d'habitation, c'est plus facile d'accumuler du patrimoine. Donc, un des enjeux avec cette façon-là de mettre les choses en forme, c'est vraiment d'adopter une perspective qui est très micro. Donc, tu sais, qui est vraiment dans les micro-décisions des familles, de comment on organise nos ressources, qu'est-ce qui peut faciliter le fait d'épargner ou non. Et ben, ce genre de postulat ou de posture, effectivement, ça fait partie de ce qui contribue au déficit, au narratif, aux postures déficitaires. Donc, qui contribue à cette idée-là qu'on a vue qu'être une personne seule ou un parent seul, ben, c'est peut-être pas la meilleure, la meilleure idée finalement, entre autres en montrant les enjeux financiers que ça peut soulever. Et donc, dans cette perspective-là, il y a de plus en plus d'études qui appellent en fait à contextualiser ces écarts-là économiques selon les types de familles en allant vraiment chercher les effets macro, en se demandant comment, par exemple, des politiques sociales ou des cultures différentes entourant le couple et le fait de ne pas être en couple, est-ce que ça transforme ces liens-là dynamiques entre le couple et le patrimoine? Et donc, entre autres, une possibilité, c'est ce que j'ai mentionné, l'effet des politiques sociales. Donc, une façon de classifier les états sociaux, les états-providence, ça vient de Esping Anderson, et donc qui, lui, a proposé 3 grandes classes, là, et ensuite, il y a eu tout un débat sur combien il y en a vraiment, mais disons qu'on s'arrête à cette typologie-là de base. On parle d'états qui peuvent être libéraux, donc qui sont peu généreux en général. Donc, c'est surtout qu'on se base sur le marché pour voir à nos besoins matériels. Les États corporatistes où on a une générosité ciblée aux personnes en emploi et qui est basée aussi sur des logiques d'assurance. Donc, souvent, on va donner l'Allemagne comme exemple. Et les États qui seront social-démocrates, souvent, c'est les États nordiques de l'Europe du Nord, où ici, on a une générosité très élevée qui est ancrée dans des programmes universaux. Et une autre particularité des États social-démocrates, c'est qu'ils sont ce qu'on va appeler défamilialistes. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, puis c'est un peu bizarre, mais c'est de retirer des familles ou d'aider les familles finalement à prendre en charge toutes les tâches de soins de soins aux enfants et aux autres personnes qui peuvent être dépendantes, entre guillemets, donc avoir besoin d'aide. Donc, par exemple, on aura des services de garde généreux et ça, ce que ça permet justement de faire, c'est entre autres de ne pas être dépendant du mariage ou du couple, surtout pour les femmes. Donc, les États corporatistes, souvent, vont être ouvertement familialistes. Donc, c'est des politiques qui, au contraire, encouragent la prise en charge des enfants et disons, des adultes vieillissants, par exemple, au sein des familles et surtout par les femmes. Et les États libéraux, mais souvent, ils sont familialistes pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer pour des services. Donc, c'est un peu ce qui les distingue. Et en fait, généralement, donc vous voyez ici comment les États, disons, d'Europe et incluant aussi l'Australie, la Grande-Bretagne, sont classifiés. Le Canada, généralement, est considéré comme un pays libéral. Mais depuis les années 2000 et particulièrement l'introduction de la politique familiale explicite québécoise, il y a de nombreux politologues, dont quelqu'un qui est dans notre salle ici présente, Sophie Mathieu, qui suggère en fait que le Québec se distingue quand même, donc a pris une tangente un peu différente et on devient un peu plus social-démocrate. Donc, et là, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais les politiques sociales sont plus généreuses, mais particulièrement pour les familles avec enfants. Donc, on a quand même un réseau de services de garde qui existe, qui, bien sûr, est parfait, mais qui est là. On a aussi des allocations familiales qui vont dans le sens de la défamilialisation, au sens où elles sont plus généreuses si on est un parent qui n'est pas actuellement en couple.
Donc, tout ça fait en sorte qu'on se classifie davantage dans cette boîte-là. Et donc, je pense que j'avais l'intuition ou j'émettais l'hypothèse qu'en raison de ça, potentiellement au Québec, le lien entre le patrimoine et le couple qu'on a observé ailleurs dans d'autres pays, mais il est peut-être moins fort et moins fort notamment comparativement aux autres provinces canadiennes. Et pour plusieurs raisons, je pense que l'État social peut agir à des niveaux différents. Donc, premièrement, il y a le sociologue Jens Beckert en 2024 qui a amené la notion de capacities of wealth. Donc, ça veut dire qu'en gros, oui, le patrimoine, c'est important, mais si on a des services sociaux, si l'éducation est payée, par exemple, ben, ça devient moins important. C'est moins crucial au bien-être. Et ça, ben, ça devrait faire en sorte qu'on s'en soucie peut-être moins d'en accumuler. C'est moins important pour vivre une vie, disons, qui correspond aux normes d'indépendance. Donc, peut-être qu'avec cette réalité-là, ben, on se soucie moins de la richesse quand on se met en couple et aussi d'en accumuler une fois qu'on l'est. Et surtout, bien sûr, je pense qu'avec tout ce qu'il y a de plus généreux et particulièrement pour les familles qui sont à un seul parent, bien, probablement ça réduit l'avantage économique réel du couple d'avoir des politiques comme on les a au Québec. Et donc, il y a plus de facilité pour les personnes seules de travailler, de se loger, faire garder leurs enfants, etc., etc. Et donc, ultimement, peut-être d'épargner et d'avoir un patrimoine. Donc, pour toutes ces raisons-là, je me suis posé cette question. Est-ce que l'avantage patrimonial du couple est moindre au Québec qu'ailleurs au Canada? Donc, les données viennent de l'enquête sur la sécurité financière, qui est la grande enquête là, canadienne sur les finances des ménages. Donc, il y a 4 vagues que j'utilise et je me suis concentrée sur ces provinces-là hein, que j'ai nommées Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique et sur les familles dont le soutien économique principal est âgé de 60 ans et moins. Et là, je remercie grandement Jacob d'avoir tout décrit qu'est-ce que ça veut dire une famille économique parce que j'ai pas besoin de le faire et justement, je manque de temps. Alors voilà, vous le savez. Blague à part, c'est une limite aussi parce que l'enquête sur la sécurité financière va concevoir le patrimoine comme un bien de la famille. Donc, on ne sait pas dans la famille à qui appartiennent les choses. Donc ça, c'est un problème. J'y reviendrai en conclusion. Ça nous empêche de faire une analyse qui est genrée, mais pour l'instant, retenez ça pour l'instant. Alors, ce que je fais concrètement, j'ai mesuré la valeur nette du patrimoine des familles, donc la valeur totale des actifs moins celle des dettes. Et je viens explorer comment ceci varie selon que le soutien économique principal, donc la personne qui gagne le plus haut revenu est mariée, en union libre, une femme seule ou un homme seul et ces gens-là peuvent ou non avoir des enfants. Et je vais voir comment les différences entre les catégories changent d'une province à l'autre et surtout au Québec comparativement aux autres provinces. Donc ça, c'est les termes techniques, méthodologiques là, qui expliquent que je vais faire ça avec des régressions où on peut aussi ajouter des variables de contrôle. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Si vous avez des questions dans la période, on pourra y voir ensemble. Je vais passer à ce qui est plus intéressant. Donc, ici, c'est un tableau qui vous montre l'écart de patrimoine par rapport aux couples mariés. Et donc, chez les autres catégories, donc couple non marié en union libre, femme seule, homme seul, et donc, vous voyez des moins partout parce que c'est l'écart de patrimoine comparativement aux personnes mariées, aux personnes mariées. Donc, on voit que partout, vraiment, et ça, c'est au Québec, pardon, j'ai oublié de le mentionner. On est au Québec ici. Et les percentiles, en fait, ce que ça vous dit, c'est si on compare les gens, par exemple, au 25e percentile, les personnes les plus pauvres entre elles, au bas de la distribution, et au 90e percentile, c'est si on compare les couples mariés les plus riches, par exemple, aux hommes les plus riches et aux femmes les plus riches également.
Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que là, ici, on est au Québec. Donc, il y a quand même des écarts. Donc, on ne serait pas du tout, par exemple, dans une situation où le Québec parviendrait à réduire à zéro complètement ces écarts-là. Donc, ce que je vais vous montrer dans la prochaine, la prochaine diapositive, ici, ce sont, pour les gens qui sont familiers avec le concept, c'est des coefficients de régression et d'interaction. Mais en gros, ce que ça nous donne, par exemple, si je prends, je ne sais pas si je peux pointer avec ça. Donc, si je prends ici, là, femmes célibataires et Ontario, donc, ce que ça nous donne, c'est ces petites barres-là, ça nous dit à chacun des percentiles, donc l'écart entre les femmes célibataires et les couples mariés, comment il se décline, à quel point il est différent, en fait, en Ontario comparativement au Québec. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est que les points verts et jaunes ici sont tous très négatifs. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au 75e percentile, au 90e percentile, dans toutes les provinces, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique, les écarts entre les personnes seules et les couples mariés sont encore plus grands qu'ils ne le sont au Québec. OK? Donc, effectivement, au Québec, les écarts sont plus petits, même si on a vu qu'ils sont quand même assez gros. Par contre, une chose importante que je veux mentionner, c'est que vous voyez les points verts, les points jaunes, c'est clair. Mais les points bleus et rouges, c'est à la ligne 0. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le Québec et les autres provinces. Donc, autrement dit, si on regarde parmi les groupes plus pauvres, le Québec, donc, manifestement, ne réussit pas à réduire les écarts de patrimoine selon la situation conjugale. Il réussit à le faire seulement parmi les personnes et les familles les plus riches. Donc, en gros, c'est le grand constat de cette analyse que j'ai fait. Je vais sauter un peu ici. Ça, c'était juste pour vous dire que tout ça, là, ce que je viens de vous dire, tient même quand on contrôle pour d'autres facteurs, l'âge, le niveau d'éducation et tout ça. Donc, ça ne change pas la conclusion que je viens d'évoquer. Alors, en gros, je pense que c'est important de le mentionner. Les personnes seules au Québec ont des patrimoines qui sont moins différents de ceux des couples mariés comparativement aux autres provinces, mais on le voit, ceci seulement dans les groupes relativement aisés. Donc, dans ce sens-là, c'est important de dire que l'avantage patrimonial du couple et du mariage, donc vraiment, c'est pas une chose universelle qui vient du fait exclusivement d'être seul ou en couple. Ces effets-là dépendent grandement du contexte social et du contexte politique aussi. Et dans ce sens-là, ces constats s'inscrivent vraiment dans une perspective critique de la recherche sur la famille qui vise à renverser l'approche déficitaire des alternatives au mariage et au couple en montrant que les éventuels désavantages, justement, n'ont rien d'universel. Par contre, il montre que les politiques peuvent avoir des répercussions qui sont très inégales selon les classes sociales et ça apparaît comme un angle d'analyse qu'on doit, en fait, je pense, avoir de plus en plus quand on veut s'intéresser à l'effet des politiques sociales sur les réalités économiques selon les statuts conjugaux. Donc, juste une petite note pour mentionner que c'est vraiment un travail qui est en cours et il y a beaucoup de limites à ce que je viens de vous présenter, dont celle que j'ai mentionnée. On ne peut pas vraiment avoir une analyse genrée parce que chez les personnes en couple, on ne sait pas à qui appartient le patrimoine. Donc, est-ce que, par exemple, l'avantage d'être en couple, ça touche surtout les hommes ou également les hommes et les femmes? C'est pas quelque chose que je peux savoir malheureusement. Et aussi, j'ai pas des données longitudinales. Donc, c'est impossible de savoir comment au Québec les personnes seules sont moins désavantagées. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de sélection dans ces statuts-là selon les conditions économiques ou, comme je le suspecte, un moins grand avantage économique à être en couple. Donc, c'est des choses que je suis en train là, d'explorer avec des sources de données alternatives, incluant les données administratives longitudinales.
Alors, résultat à suivre prochainement et merci.